série sur le Tanakh, la Bible comme nous avons l'habitude de l'appeler. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage qui n'est pas moins essentiel ni cardinal que les autres. Je veux parler de Joseph, qui d'Israël va nous emmener vers l'Égypte. Mais d'abord, essayons de voir un tant soit peu qui est le personnage assez phénoménal, assez emblématique concernant l'histoire d'Israël. Nous avions dit, je le redis à chaque fois, ce n'est pas l'événement pour nous qui vient configurer l'histoire, mais ce sont bien les personnages qui vont faire les événements et ainsi configurer l'histoire, c'est-à-dire donner à cette histoire une identité et surtout concernant l'histoire, c'est-à-dire les péripéties et les pérégrinations des enfants d'Israël, l'identité morale des Hébreux concernant une identité morale future de l'humanité, Israël servant, comme vous l'avez compris, de vecteur, c'est-à-dire de moyen de sa propre rédemption pour mieux rédempter une humanité. Et donc, à travers chacun des personnages qui sont les nôtres, eh bien, nous sommes à même de pouvoir entendre et entreprendre l'escalade de cette rédemption-là. Je m'aide, bien entendu, continuellement du Tanakh, qui ne me dessert jamais, ni ne me lâche d'ailleurs nullement, étant donné que les références sont ici très importantes. Yosef est donc l'enfant de Rachel, le premier enfant, celui qui est venu, comme son nom l'indique, comme un supplément, mais je dirais ici non pas comme un supplément dans le sens quantitatif du terme, mais un supplément dans le sens qualitatif. C'est-à-dire qu'à l'amour si romantique entre Rachel et Yaakov, eh bien, la venue de Yosef est comme un supplément d'âme. Vous vous rappelez la demande de Rachel après l'exposé éminent à travers chaque naissance des enfants de Léa, comment Rachel demande bien évidemment à ce que leur amour si romantique ne reste pas, même dans ce romantisme, un amour totalement platonique, c'est-à-dire comme incapable de générer les fruits d'une passion qui est la leur. Et Yosef va donc apparaître dans le creuset de l'histoire, une apparition, comme je viens de le dire, que nous appellerons, que nous intitulerons le supplément d'âme de Rachel et de Yaakov, mais vous l'avez compris, cela dépasse bien entendu la seule immanence de l'histoire de Rachel et de Yaakov, et nous transcendons ici toute une histoire bien au-delà des hommes. Lorsque Yosef grandit et que Yaakov se retrouve, comme nous l'avions expliqué, après la mort de Rachel sur le chemin de Éphrate, Yaakov se retrouve comme père unique de Yosef. La mère n'étant plus là, Yaakov va développer, nous pouvons le comprendre d'une manière tout à fait évidente, au niveau de l'émotion de Yaakov, un amour particulier, une tendresse particulière vis-à-vis de Yosef, même après la naissance de son frère Binyamin, qui précéda bien entendu la mort de Rachel. Yosef est donc l'enfant chéri de Yaakov, surtout bien entendu après la mort de Rachel. Ce que nous allons voir se tricoter dans l'histoire est très intéressant. Pourquoi? Parce que nous allons voir comment, à partir de l'événement de Yosef, nous allons peu à peu, jusqu'à la fin du livre de Bereshit, commencer à comprendre comment Yosef va-t-il devenir l'élément médian du rachat de cette erreur fondamentale que fut le fratricide. Quand je dis erreur fondamentale, je suis bien gentil, bien entendu, mais c'est le drame fondamental qui s'est joué. Je ne dirais pas tragédie, car comme chez les Grecs, la tragédie serait un drame qui se finirait mal, alors que je préfère le drame qui, dans ce sens-là, serait une tragédie qui se finit bien. Donc nous appellerons cela un drame fratricide, et où Yosef va jouer un rôle ici essentiel, à partir de maintenant, jusqu'à la fin du livre de Bereshit, comme si, d'une certaine manière, à travers cet enfant, qui, comme je l'ai dit, au-delà du supplément d'âme pour son père et sa mère, va être un supplément d'âme, non seulement pour les enfants d'Israël, Yaakov, mais aussi pour une humanité dont le terreau, ici, sera représenté d'une manière symbolique par l'Égypte pharaonique. Yosef a grandi, il a des rêves qui sont prémonitoires parce que nous lisons l'histoire a posteriori. Mais imaginez-vous qu'à l'époque où Yosef vient se déclarer à ses propres frères, à sa propre famille, comme étant celui devant lequel on devra se prosterner,
Je vous rappelle le rêve des gerbes, le rêve des étoiles, du soleil et de la lune, bien entendu, où il y a à travers ces rêves toute une prémonition du devenir ici, non pas de l'avenir, je parle bien du devenir de Yosef dans l'histoire humaine et pas seulement dans l'histoire d'Israël. Il s'éveille dans la relation fraternelle une jalousie, une incapacité à pouvoir accepter les propos de Yosef comme étant d'une évidence prophétique. Nul ici ne vient dans cette relation tout à fait humaine pouvoir accepter dans le propos de Yosef eh bien, quelque chose, comme je l'ai dit, de totalement prophétique. Et donc, ce qui s'éveille, c'est une animosité, une incapacité à pouvoir supporter plus longtemps un personnage tout à fait rebutant par ses propos, par sa manière de se conduire. Et puis bien sûr, il faut rajouter que les frères ressentent pertinemment l'amour tout à fait particulier de Yaakov vis-à-vis de Yosef. On se rappelle bien sûr ce vêtement qui avait été fait, ce vêtement, ce patchwork qui avait été fait pour Yosef particulièrement, et en conséquence de quoi cela vient envenimer la situation.